Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le vice-recteur représentant le recteur président du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur Ibrahima Ndiaye, directeur de l'école supérieure d'économie appliquée, j'y arrive parce que je me suis beaucoup plus familiarisé avec l'école nationale d'économie appliquée. Chers professeurs et étudiants, Monsieur le consul de l'ambassade du Tchad au Sénégal, dans tous mes parcours, j'ai toujours croisé des Tchadiens, d'abord au Prytanée militaire de Saint-Louis, mais également à l'ENEA. Donc, depuis l'âge de 12 ans, je croise nos parents tchadiens. Distingués invités, chers condisciples et amis, Ibrahima Hatch, m'inviter à prononcer une leçon inaugurale dans cette auguste école me procure un double sentiment de joie, teinté d'émotion et de gratitude pour avoir passé dans ce lieu dénommé École nationale d'économie appliquée à l'époque les meilleures années d'apprentissage universitaire, mais aussi pour avoir ainsi l'occasion de partager un peu ce qu'elle a contribué à faire de moi. Le sujet que j'ai choisi de traiter est au centre des nécessités de tout pays en quête de progrès, mais aussi constitue la colonne vertébrale de l'enseignement prodigué ici et s'intitule comme suit: Rôle de la planification dans le processus de développement, l'exemple du plan Sénégal émergent. Mais ne vous attendez pas à ce que je suive à la lettre la tradition des leçons inaugurales. Je m'en excuse, professeur. Avec un langage souvent ésotérique aux accents savants, je tâcherai plutôt d'illustrer mon propos, le thème avec l'exemple du plan Sénégal émergent, conçu à l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, à la magistrature suprême de notre pays en 2012 et mis en œuvre à partir de l'année 2014. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager avec vous les sentiments qui m'animent sous le reflux de souvenirs qui me reviennent en foulant à nouveau le sol de cette école plusieurs années après mon passage inoubliable. D'abord, un sentiment de gratitude qui m'oblige à un devoir de reconnaissance à l'égard des enseignants de l'époque qui ont contribué à faire de moi le cadre de haut niveau que je suis devenu. Certains sont là, M. Aboubakri Sow, je faisais de la gestion financière avec vous. M. Badian, véritablement, quand l'enseignement moyen pratique est passé à quasiment animation, on a beaucoup appris avec eux. M. Timéra, avec qui on a fait des stages sur le terrain, et celui qui m'a encadré au mémoire, M. Ibou Gueye, et j'avais fait mon mémoire comme quoi la planification ne me quitte jamais, à Nioro-du-Rip, là où je suis né, là où j'habite. Et c'était intitulé « Pour une gestion planifiée des ressources communales,
cadre de la commune de Nioro-du-Rip. Et à l'université d'Anvers aussi, j'ai fait mon mémoire de master sur l'analyse critique de la planification des investissements publics au Sénégal. C'est pour dire, je suis scotché à la planification depuis ma première année à l'ENEA. Donc, je reconnais certains d'entre eux, je l'ai dit tout à l'heure, parmi l'assistance. Et vraiment, je voudrais vous inviter à vous joindre à moi pour leur rendre un hommage mérité. Donc, s'il vous plaît, applaudissez ces valeureux enseignants de l'époque. Ensuite, un sentiment de fierté. Je suis fier d'être un pur produit de cette école qui m'a permis d'acquérir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Cheikh Ibrahima Ath est revenu là-dessus. Nécessaire pour gravir un à un tous les échelons de ma carrière au sein du département stratégique des finances. Cela n'a pas été facile, car entre la rigueur des cours théoriques à l'école et la pénibilité des activités de terrain, il fallait trouver les ressources de sérieux, de courage, de patience et d'abnégation indispensables pour réussir à décrocher son diplôme. Au-delà du prestigieux parchemin, ce sont ces valeurs inculquées par l'école que je retiens davantage, en plus de celles de fraternité et de partage qui ont structuré les relations cordiales que j'ai toujours entretenues avec mes camarades. Je vous engage, chers étudiants, à vous attacher constamment à ces valeurs qui sont les gages les plus sûrs pour garantir le succès dans les études, tout comme plus tard dans la vie professionnelle. C'est pour faire honneur à ces valeurs et exprimer concrètement ma reconnaissance à l'école qui m'a tout donné, que j'ai décidé d'équiper la salle informatique qui permettra aux étudiants de disposer d'un outil rénové, moderne et adapté à l'ère du temps. Mesdames et messieurs, chers étudiants, pour aborder le sujet de ma communication, commençons d'abord par définir le concept dont il est question aujourd'hui, la planification. La planification peut être définie comme un exercice d'anticipation réaliste des perspectives de développement et comme un ensemble de procédures et de méthodes de mise en œuvre des moyens disponibles ou susceptibles de l'être pour atteindre des objectifs jugés prioritaires. Planifier, c'est tenter d'orienter l'évolution des sociétés et des espaces vers des horizons pensés comme meilleurs que la situation antérieure ou présente. Cela conduit à rechercher la maîtrise sur l'essentiel des facteurs déterminants dans les évolutions voulues. À la croisée entre sciences exactes, quantitatives et sciences sociales, qualitatives, la planification repose avant tout sur des principes fondamentaux de méthode, rigueur, pays à engager au sein de l'Afrique occidentale française la réalisation d'une étude parue à la mi-1960 et qui a servi d'élément de base pour l'élaboration du premier plan quadriennal de développement 1961-1964, devenu loi le 8 mai 1961. Ce plan formule ses objectifs et organise l'économie en prenant comme référence
les travaux de comptabilité économique réalisés par le service statistique en 1959, complétés la même année par des enquêtes démographiques et agricoles et une enquête de consommation en milieu urbain à Dakar. C'est ainsi, au lendemain des indépendances, la gestion de l'économie incombait quasi exclusivement à l'État au regard de l'immensité des insuffisances et des contraintes structurelles, mais aussi de sa fonction principale d'assurer et de promouvoir le développement économique et social. La planification fut adoptée et des plans furent lancés. La stratégie de développement relevée dans les plans successifs visait la réalisation à moyen et long terme d'une économie nationale diversifiée, à croissance forte et soutenue, d'une agriculture dynamique et d'un tissu industriel pouvant satisfaire les besoins internes, mais aussi la demande régionale, ainsi qu'une amélioration des conditions de vie des populations et d'une répartition plus équitable du revenu national. L'État était alors le principal architecte de l'édification économique, avec comme objectif d'élever substantiellement le niveau des forces productives, récupérer le surplus économique et réinvestir afin d'élargir la base de production. Les 7 premiers plans qui ont été élaborés ont été mis en œuvre selon cette optique. Au cours de la décennie 1970, confrontés à la vulnérabilité accrue de l'économie et aux difficultés de la prévision économique, dans un environnement devenu beaucoup plus aléatoire, dépendante du recours généralisé aux ressources extérieures pour financer l'investissement, sevrée de données statistiques suffisamment fiables et récentes, mais aussi prisonnière de procédures aussi lourdes et formelles, la planification rigide s'est avérée de moins en moins armée pour mettre en œuvre une stratégie de réaction aux aléas et pour programmer les investissements jusqu'au terme du plan. L'une des faiblesses majeures du plan était liée au plan et le budget. C'était l'une des faiblesses majeures. Au moment où on avait des programmes de redressement économique et financier, bref, on avait à côté des plans nationaux de développement économique, pas forcément liés. Et cette faiblesse découlait à la fois de la réduction des ressources budgétaires allouées à l'investissement public, des carences constatées dans l'évaluation et la sélection des projets lors de l'élaboration du plan et de la difficulté de programmer les projets à un horizon de 5 ans. Il devenait alors urgent, et vraiment urgent, de repenser le système de planification afin de l'adapter au contexte mouvant de l'environnement économique et financier mondial. Les bases de cette réflexion furent établies en 1987. Il s'est agi de se fonder sur les enseignements du diagnostic porté par l'évaluation du système alors en vigueur pour combler les lacunes, conforter les acquis et surmonter les problèmes posés par la duplication des procédures et des documents de planification. Procédures des partenaires techniques et financiers, procédures également internes de l'État. Le système national de planification ainsi adopté en 1987 a été bâti autour de 3 instruments complémentaires et qu'on retrouve maintenant dans un seul document qu'on appelle Plan Sénégal émergent. Je vais y revenir.
Tout d'abord, une étude prospective sur la société sénégalaise et son environnement, naturel et international, afin de guider les choix stratégiques des plans d'orientation à moyen terme. Étude prospective à l'horizon d'une génération, ça a débuté avec Sénégal 2015. Une génération, c'est 25 ans, et c'est ça, l'étude prospective qui caractérisait le premier document de planification et complémentaire des deux autres. Deuxième document et instrument, c'est la loi plan d'orientation économique et sociale